Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Réussir les projets de transformation, comment éliminer les blocages qui sabotent l'adhésion. Alors avant de démarrer quoi que ce soit, est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez une petite section de chat sur la droite dans laquelle vous pouvez nous mettre un petit message, voilà, que vous nous entendez bien, que tout est OK. Génial. Bonjour Maxime, bonjour Denis, Jim, Delphine, Isabelle. Ok, génial. Donc tout le monde entend, c'est parfait. Donc on va pouvoir démarrer. Alors, donc bon, moi je suis Pablo Faucon, responsable des conférences sur le campus. Et donc ce n'est pas moi l'expert aujourd'hui, c'est Antoine qui est associé et directeur du cabinet Ellie Partners. Donc c'est lui qui va faire cette présentation et qui voilà va vous parler de ce sujet passionnant. Mais avant de démarrer, on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur vous par rapport au sujet, pour bah voilà, que Antoine puisse adapter son discours aux préoccupations de l'audience d'aujourd'hui. Et donc, on aurait aimé vous poser 3 questions auxquelles vous pouvez répondre dans le chat. Avant d'y répondre, essayez de mettre toutes vos réponses dans un seul message avant de taper sur Entrée. Et les 3 questions sont les suivantes. La première, c'est dans quel business êtes-vous? Là, l'idée, c'est de comprendre quel est votre poste actuel. Est-ce que vous êtes DRH, directeur de la transfo, patron de votre entreprise, pour voilà, comprendre votre positionnement. Et ensuite, la deuxième question, votre obstacle numéro 1 en matière de transformation. Ici, l'objectif, c'est de comprendre quelle est la difficulté que vous rencontrez, quelle est la problématique actuelle par rapport au sujet des transformations, pour que derrière, on puisse comprendre voilà, quel est l'axe à prendre ou le positionnement à avoir pour vous donner des réponses, parce qu'Antoine reviendra sur vos problématiques pendant et après la conférence. Et ensuite, dernière question, votre échéance. Est-ce que c'est quelque chose voilà, sur lequel il faut travailler actuellement? Est-ce que c'est dans les prochains mois ou c'est un projet à long terme? Ça, c'est pour mieux comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Donc voilà, on va attendre quelques réponses par rapport à ça pour qu'on puisse les regarder et voir si on a bien compris. Pour ceux qui viennent de se connecter, bienvenue. On vous pose pour démarrer 3 questions pour en savoir un petit peu plus sur vous et les enjeux que vous rencontrez actuellement. La première question, c'est comprendre voilà, quel est votre poste, votre business, qu'est-ce que vous faites. La deuxième, c'est votre obstacle numéro 1 en matière de transformation. Et ensuite, votre échéance. Donc, est-ce que faut résoudre cette problématique dès maintenant, dans quelques mois, ou est-ce que c'est un projet à long terme? Donc, on va prendre un peu de temps pour ça. Et donc, je vois qu'il y a déjà des réponses. Donc, Maxime, je suis directrice dans le domaine de la formation. OK. J'ai traversé et conduit des périodes de transformation et développé une expérience, mais souhaite formaliser celle-ci, la compléter avant de nouveaux projets. D'accord, très bien, Maxime. Donc, et là, vous avez dans les obstacles un défaut d'alignement au sein du CODIR. Bon, bah, ça, c'est assez clair pour vous, Antoine, je pense. Hein, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Oui, oui, oui. En général, les entreprises sont silotées et puis chacun défend son périmètre. Et c'est même un des principaux écueils dans les transformations, le fait que les gens ne soient pas alignés déjà, même sur le constat et puis sur le plan d'action ou sur la feuille de route, effectivement. Et quand ça Donc, démarre mal dans le haut, c'est rare que ça se passe bien en bas au niveau des équipes d'encadrement et puis au niveau des opérationnels, effectivement, c'est un très gros point. Donc, le fait de fédérer les équipes et notamment les équipes de direction sur le même sujet, voilà,
à la fois, on sait que c'est ce qu'il y a à faire et en même temps, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ensuite, Maureen, donc start-up automobile avec une structuration des process en cours. OK. Problème numéro un, tous les process ne sont pas structurés ou bien partagés, donc les transfos ne sont pas toujours bien encadrés. Je pense que ça, c'est assez clair également, pas besoin de repréciser pour vous, Antoine. Ah ouais, c'est assez clair. Ce que je vois, c'est qu'on est sur le côté opérationnel de la transformation, en tout cas, déjà. Et un sujet sur, on va dire, la façon de mener la transformation de façon opérationnelle en même temps qu'un accomplissement. Mm. Ensuite, Jim, donc ancien DG, désormais conseil en biotechnologie dans le milieu de l'esthétique médicale. OK, virage stratégique de mon client dans la diversification de ses produits à mettre sur le marché. Et l'échéance, c'est immédiat, projet juste démarré. Et vos attentes, c'est la méthode, des idées sur le réalignement lorsque l'on est conseil. OK, bah, je pense que vous allez avoir des infos aujourd'hui, Jim. Mmh. Donc, On donc là-dessus, va c'est comment? pouvoir partager les expériences. Yes. Alors ensuite, Isabelle, management de transition, activité en cours de création, obstacles, résistance au changement, autocensure, légitimité des femmes dans les prises de décision dans le top management, premier trimestre 2026. Euh, Là, c'est plus un sujet au niveau perso, Isabelle, je pense, de ce je comprends. Ouais, ou c'est Euh, parfois dans les comités de direction, dans le top management, il y a des femmes qui sont à des postes de direction et qui se sentent pas forcément légitimes en fait à partager leur point de vue et donc à s'inscrire en fait dans les transformations. Mais c'est vrai que c'est soit un sujet ah, arriver à faire en sorte que tout le monde s'exprime en fait dans des comités de ouais, direction ou dans des plans de transformation, parce qu'on voit ça au sujet des femmes, mais on voit ça au sujet de ouais. la population, tous ceux qui ne se sentent pas légitimes ou qui ont des difficultés à pouvoir partager, à tenir une place en fait dans la transformation. Ouais, effectivement, Isabelle a précisé, question de la place des fans dans le top management. Donc là, je viens de comprendre. Merci pour la précision, Isabelle. Euh, Ensuite, Vincent, donc responsable de l'équipe Change au sein d'une compagnie d'assurance, au sein de la DRH. Intérêt pour le webinaire, apprentissage et inspiration. Je bâtis une formation pour nos managers seniors et nos directeurs sur la thématique du leadership et de la com en période de transfert, plus gestion des résistances. Donc, je pense qu'on est pile poil dans le thème là, Vincent et Antoine. Donc, on est bien là-dedans. Dupuis, consulting pour l'ESS, diagnostic des organisations, amélioration performance. Obstacle numéro un, mission étant principalement sociale et généralement bénéficiant de financement public, les équipes ne perçoivent pas l'obligation de changement, même si la structure est en difficulté. Échéance non encore définie, mais plutôt immédiat. Besoin de précision là-dessus, Antoine, ou c'est plutôt clair? Euh, non, ça va, c'est bon. Ouais, ouais. Ok. J'entends qu'en fait, pour l'instant, le changement, il n'est pas inscrit, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il y a pas l'adhésion, même sur le besoin de changer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment en anglais, on dit d'awareness, de, de conscience, en fait, sur la nécessité de changer pour s'adapter, on va dire, au marché ou à certains sujets pour l'entreprise. Et donc, du coup, déjà, si on n'a pas l'attention, en fait, des gens et que ça n'a pas été créé, on peut évidemment pas les emmener plus loin. Ouais, Dupuis nous dit tout à fait. Donc, Mm. c'est parfait. Je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont mis leurs obstacles. Donc, si au cours de la conférence, vous souhaitez le transmettre à Antoine, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Ça va aider Antoine pour le reste de la conférence. Donc, je vois que le temps passe. Je vais le laisser démarrer et se présenter également.
et je souhaite une bonne conférence à tous. Merci Pablo, merci à tous déjà aussi d'être venus et puis d'avoir commencé à partager à la fois vos sujets, vos problématiques. Il y a 4-5 personnes qui se sont exprimées, je vois qu'on est 18, mais c'est déjà top. Je vois que c'est divers déjà, il y a des sujets d'alignement, de processus, de place, d'inspiration et d'attention même pour le changement. Bon, je ne pourrais pas, on va dire, tout traiter dans cette conférence, dans ce webinaire, mais il y a des sujets qui seront forcément reliés. Voilà, donc on va pouvoir continuer à partager et à être en interaction sur différents sujets. Premier point que je voulais quand même soulever, c'est en projetant des études, en fait, des études de référence sur la conduite du changement. Alors, je vois qu'il y en a plein qui sont dedans et d'autres qui démarrent. Le sujet, c'est qu'en fait, dans les études, ce qui est marqué à gauche, hein, globalement, c'est que 70% des projets de transformation échouent. Alors, on va dire qu'ils n'échouent pas totalement, mais il y a 63% qui ne sont pas dans les délais. Ça veut dire que si la transformation est prévue pour 2 ans, peut-être qu'ils mettent 3 ans, 4 ans à l'accomplir. 65% n'en tirent pas tous les bénéfices, dans le sens où il y a un projet qui est mené et des bénéfices attendus, il y en a que la moitié qui sont là. Et globalement, 58% dépasseront le budget, c'est-à-dire les ressources allouées financières. Donc on retrouve ça un peu en dessous avec le point qu'amène McKinsey en disant que 74% des projets qui n'incluent pas la gestion du changement en fait échouent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la conduite du changement, c'est quelque chose quand même qui commence à être à l'ordre du jour dans beaucoup d'entreprises. Évidemment, dans les grandes entreprises, il y a des directions de la transformation, mais dans beaucoup, c'est un sujet qu'on ne comprend pas encore, où on se dit, bah ouais, mais ça, les gens suivront. Et en fait, il y a plein de déperditions et plein de problématiques qui sont en lien avec ces sujets-là, notamment le stress au travail, les absentéismes, le fait que voilà, il y a une culture du coup du changement et des transformations qui s'installe peu à peu en fait dans les entreprises et qui est plutôt une culture de l'échec. En se disant, bah, ok, une nouvelle transformation, mais on n'a pas encore fini la dernière et voilà, on est en train d'en vivre une nouvelle et le démarrage n'est pas toujours bon, même si parfois il y a quand même de l'enthousiasme sur certaines en se disant, bah, cette fois-ci, on va réussir. Mais comme on ne part pas forcément d'une feuille vierge, en fait, mécaniquement, ça se reproduit et la culture s'installe. Alors que quand on fait de la conduite du changement et qu'on alloue un budget, en général entre 5 et 10% du projet, à ce moment-là, en fait, on va avoir beaucoup plus de chances en fait, de réussir ce projet. Hein. C'est même les chiffres qui s'inversent, c'est globalement 70% de réussite, de respecter dans les délais, de respecter aussi les budgets et puis d'avoir la valeur des projets. Voilà, donc ça, c'est un élément, en fait, souvent, on commence les interventions en projetant ce genre de sujet parce que ça permet de décomplexer tout le monde en se disant, OK, c'est pas un sujet qui est facile à traiter, ça demande de l'expertise, de l'accompagnement, du temps et de changer aussi, de changer la façon dont on mène les projets. Alors, moi, je vous dis ça juste pour me présenter. Donc, je suis à la fois le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Ellie Partner et je suis l'associé qui est en charge du domaine d'activité qui s'appelle pilotage des transformations et leadership de projet. Voilà, bon, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les stratégies de changement, la vente, la production, le management de projet. Je m'appuie, moi, sur 4 piliers. C'est ma façon de voir les choses. Pour réussir ces changements-là, en fait, je pense que les leaders, donc les gens qui dirigent et les gens qui encadrent aussi, qui font partie du leadership de proximité, doivent développer 4 grands piliers de succès. Alors, c'est bâti sur aussi une expérience qui est la mienne et à la fois aussi quelque chose qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Werner Erhard et l'autre qui s'appelle Johnson, qui sont des professeurs d'Harvard qui indiquent que pour amener une transformation, en fait, il faut aussi que les leaders, les managers, donc ça va correspondre à la personne aussi qui cherche à créer des formations pour l'encadrement, c'est d'arriver à développer quatre grandes compétences qui sont pour moi les piliers du succès. C'est l'intégrité. Alors, l'intégrité, il y a plusieurs niveaux d'intégrité. Il y a le premier, c'est
faire ce que je dis, dire ce que je fais. Deuxième, c'est d'être vrai envers ses valeurs. C'est-à-dire que quand il y a des moments où il y a des choix à faire, on va chercher plutôt à gérer la valeur plutôt que la sécurité. Et enfin, le troisième point, c'est d'être ce que l'on dit. Et on parle d'incarnation, en fait, du projet, de la vision des managers. Deuxième point, c'est le leadership. Alors, chez nous, le leadership, chez ePartner, c'est vu non pas comme une stature, une posture, mais comme une capacité conversationnelle, une capacité dans les conversations, en fait, à créer un avenir dans lequel les gens se reconnaissent et ont envie de passer à l'action pour faire arriver cet avenir. Donc, c'est clairement au coup par coup, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, dans des réunions, dans des conversations, être capable de générer la confiance en valorisant les ressources qui sont déjà présentes et en amenant une puissance qui fait que les gens s'inscrivent et créent avec eux l'avenir désirable. Troisième point, c'est l'engagement, c'est la capacité en fait à développer un niveau d'engagement qui n'est pas juste de la volonté, du désir, mais d'aller au niveau où c'est déterminé, c'est déterminant, on est déterminé et où on est dans un état d'esprit dans lequel c'est hors de question de ne pas réussir. Et enfin, l'enrôlement, c'est une capacité aussi à créer des possibilités là où les gens voient des impossibilités et les amener à distinguer quelques opportunités à l'intérieur qui font qu'ils vont se mettre en action. Bon, je les donne comme ça. On les travaille, nous, chez ePartner, dans 5 domaines d'action, 5 domaines d'activité, à la fois le conseil et l'audit opérationnel, qu'on fait en général au démarrage des missions pour calibrer la maturité justement des dirigeants et la maturité du projet et du leadership aussi à conduire ce genre de projet. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de gens sous-estimaient en fait le fait d'arriver à manager à la fois la performance à court terme et le leadership de projet, la transformation qui est de l'ordre du moyen terme et du long terme. Et ça se caractérise après dans trois domaines d'activité supplémentaires, qui est le leadership de projet. Et donc là, c'est tout le pilotage qu'on met pour suivre les transformations et amener les personnes à s'inscrire à l'intérieur. Et on voit bien qu'en fait, c'est aussi en communiquant et en pilotant régulièrement que les projets arrivent et arrivent à leur terme et à la fois en embarquant le plus de monde possible. Et enfin, 3 domaines qui sont qu'on appelait action sur site et valorisation, c'est du coaching pour l'encadrement intermédiaire. Compétences et formation, c'est former les équipes, du coup, aux nouvelles compétences nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Et puis, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que souvent, on menait une transformation, mais on n'avait pas forcément les ressources nécessaires en interne, donc les nouvelles ressources, ou alors des ressources pour pouvoir piloter et mettre de l'énergie dans la transformation. Et donc, on place des managers de transition chez nos clients, qui sont plutôt grandes entreprises dans l'automobile, dans la logistique, dans la sécurité, dans la pharma, voilà, et avec des tailles qui sont diverses, des très grandes entreprises ou des ETI qui sont nos clients depuis un certain temps. Alors, je voulais revenir sur l'objet du webinaire qui était d'éliminer les blocages et d'abord faire un point sur quels sont ces types de blocages avant de partager des façons de pouvoir s'y prendre pour les arrêter ou les transformer. Donc, le premier blocage, vous voyez l'image. Alors, clairement, je pense que ça va être assez facile de deviner à quel blocage ça se rapporte. Il s'agit en fait du flou en fait dans les caps, c'est-à-dire d'arriver à créer une vision à 2, 3 ans, 5 ans qui soit suffisamment claire et partagée, qui fait qu'on se sent à la fois embarqué dans une équipe vers un même objectif et à la fois qu'il y ait de la clarté sur le résultat qu'on cherche à obtenir. Et bien qu'on se dise c'est évident, il y a beaucoup de transformations qui sont engagées uniquement sur une intention. On veut aborder un nouveau marché ou alors je prends l'exemple de la société de gardiennage avec laquelle je travaille. En fait, ils ont donc du coup des gardes qui mettent dans des sites. Alors c'est une très très grosse société, et le sujet c'est que
le marché se transforme, puisqu'il y a de plus en plus de cybersécurité avec des caméras, de la télésurveillance, des choses qui sont des gardes qui sont mobiles. Et bien que le sujet ait été pris depuis une quinzaine d'années, en fait, les gens n'adhèrent pas. Le business ne se transforme pas. Et du coup, ils commencent à la fois à perdre des parts de marché et puis à avoir une perte de rentabilité parce que depuis les 4-5 ans, en fait, les salaires augmentent, mais ils ne peuvent pas répercuter ça au niveau de leurs clients. En fait, c'est tout ce qui arrive dans les sociétés de services qui n'arrivent pas à se mouvoir dans la nouvelle technologie. En fait, à ce moment-là, la rentabilité est en train de s'éroder. Et c'est un des indicateurs. Alors, ils sont au courant de ça depuis un certain nombre d'années. Ils ont mis en place des formations, ils en parlent régulièrement. Tout le monde se dit, on y va, allez. Donc, du coup, ils ont acheté des sociétés de cybersécurité, mais ils n'arrivent pas à faire la jointure, en fait, pour transformer le modèle. Et un des sujets, c'est que le cap aussi n'était pas forcément bien partagé, notamment en fait de faire ce changement. Deuxième point d'écueil dans les blocages. Alors, moi j'ai mis l'image aussi, celle-ci, mais on voit quelqu'un qui est en fait sursollicité et qui est l'image en fait du cadre intermédiaire et du dirigeant qui a plein de choses à gérer, notamment le court terme à accomplir des résultats qui sont demandés par les actionnaires, donc du coup le modèle de performance actuel et la performance long terme, c'est-à-dire la transformation et faire en sorte que l'un converge vers l'autre. Et donc du coup, quand les dirigeants hésitent, en fait, ça met aussi tout l'encadrement en porte-à-faux. Et donc du coup, on ne sait plus comment bien arriver à gérer ce genre de sujet, à faire en sorte de mettre de la cohérence et de faire des choix au quotidien. Parce qu'en fait, ce qui va distinguer le manager on va dire, du manager qui est saturé de celui qui va arriver à prendre des choix faciles, c'est que en fait, dans sa tête, il ait suffisamment de clarté pour réussir à gérer les priorités et donner les bonnes instructions qui font à la fois un mix entre le court terme et le long terme, c'est-à-dire en rappelant finalement et en redonnant le sens au fur et à mesure. Troisième blocage, alors là vous voyez du coup un panier percé dans lequel on remplit beaucoup d'eau et ça se rapporte en fait au sous-investissement ou à la sous-estimation du temps que les gens prennent à évoluer dans leur pratique. Et on le voit aussi souvent quand même dans les comment on appelle ça, dans les changements de logiciels type SAP, Salesforce ou autres. Dans tout ce qui est logiciel, on sous-estime. Donc il y a souvent un accompagnement qui est fait sur le logiciel pour développer les pratiques, faire en sorte que les gens pratiquent et se développent. Mais en fait, comme c'est pas maintenu et relayé dans le temps par les managers, du coup, il n'y a pas une vraie intégration. Et souvent, on se retrouve avec des logiciels qui sont utilisés à 20%, 30% de leur capacité et des temps qui mettent un temps de dingue. Il faut souvent en fait que les gens partent de l'entreprise pour qu'il y ait des nouveaux qui arrivent et qui, eux, arrivent avec le nouveau logiciel en place pour réussir à faire en sorte d'embarquer l'ensemble des équipes. Et donc, dans ces sujets-là, la formation est minimisée et surtout le sens qu'on donne à cette transformation qui est à la fois des modalités, qui sont des modalités en fait de process et de reporting, on oublie souvent qu'il faut redonner du sens et expliquer en quoi ça transforme le modèle de l'entreprise et en quoi, du coup, il y a des bénéfices pour chacun. Et enfin, alors le dernier, blocage, il me semble que j'en ai sauté un, mais ah oui, j'en ai sauté un, c'est bizarre, il n'est pas passé celui-là. Ah oui, c'est celui-là, ok.
Donc là, on voit en fait des gens qui tirent dans des directions opposées. Alors parfois, c'est pas totalement opposé, mais le sujet, c'est que chacun, du coup, change à sa manière. En fait, c'est-à-dire qu'on oublie dans les transformations de regarder quelle est la culture des gens et de l'entreprise. Et donc, du coup, on en oublie aussi de faire une transformation culturelle au même moment qu'on fait une transformation organisationnelle. Là, j'ai mis un exemple, c'est une société qu'on a accompagnée avec un sujet sur le délai de commande, enfin le délai de livraison, en fait, qui s'allongeait. Et évidemment, quand le sujet arrive sur la table, tout le monde au niveau du comité de direction voit ça par son prisme et donne tort à l'un, donne tort à l'autre. C'est souvent comme ça quand on a des sociétés qui sont silotées et en fait, on ne comprend pas et on ne crée pas une culture commune en fait d'alignement et de transformation sur les changements. Donc là, on a fait pour cette société à la fois un audit. Dans cet audit, en fait, il y a à la fois les sujets de comment on doit prendre le projet, mais il y a aussi le sujet de comment on aligne les perceptions en fait, des personnes sur le sujet, c'est-à-dire de les amener à regarder tout ce qu'ils ont déjà essayé de faire pour résoudre ce problème-là. Parce que on se rend compte d'une chose, c'est que souvent les gens ne sont pas entendus dans les entreprises et tant qu'ils ne sont pas entendus, ils continuent de projeter leur vision en essayant de convaincre les uns et les autres plutôt que de s'aligner, de créer quelque chose qui est plus grand en termes de transformation, qui fait que ça fédère l'ensemble parce qu'ils se sentent inclus à l'intérieur et du coup que ça les embarque et que ça les fédère. Bref, voilà des blocages qu'on observe. Et le dernier, c'est dans les blocages, c'est l'absence de pilotage émotionnel. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on a vu avant, le blocage 1, blocage 2, blocage 3, blocage 4, en fait, et on se rencontre, j'entendais des personnes sur l'alignement, sur le processus, sur le fait que chacun contribue à l'intérieur, sur comment on appelle ça, le fait de créer de l'attention, en fait, sur la transformation. Elle vient principalement de ce blocage-là. C'est le sujet, c'est que les résistances, elles sont pas techniques, en fait. Les résistances, elles sont souvent perceptives et narratives, c'est-à-dire elles se logent dans la perception des gens, dans la façon dont les gens appréhendent en fait à la fois la transformation et le sens qu'elles mettent dessus. Alors pour illustrer ce sujet-là, j'ai pris une petite image. Alors ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous voyez? Et je vais vous laisser répondre dans le chat par rapport à cette image qui peut paraître un petit peu décorrélée, mais ce qui est intéressant, c'est comme exercice de regarder, vous, qu'est-ce que vous percevez en fait dans cette image. Et je vous laisse répondre. Alors, on voit, j'imagine que vous voyez, je ne vais pas dire parce que en fait j'attends que vous répondiez. Alors, qui se lance? Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Alors, on a un mur porteur sans joint entre chaque élément composant le mur. OK, effectivement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange dans cette image? Alors, Jean-Claude qui dit des briques non scellées. OK. Un caillou au milieu des briques, effectivement. Alors, ce caillou, c'est ça que je voulais entendre. Une pierre moins grande que les autres, ouais, un caillou au milieu, ouais, qui perturbe un petit peu quand même. Des grosses pierres et une petite, ok. Ok. Alors, si on regarde bien, en fait, je pense que vous parlez de ce caillou-là, ici. On voit une espèce de truc qui est bizarre, là, qui semble un petit peu différent dans le mur. Et si on regarde ça, cette petite pierre, on voit qu'elle est prolongée ici. Là, je ne sais pas si vous voyez
mon pointeur, je pense que oui, avec un espèce de tube qui rentre un petit peu dans le mur. Là. Alors pour ceux qui voient, apparemment, on ne voit pas mon pointeur, donc c'est un peu embêtant. Effectivement. Alors, je vais essayer de décrire. En fait, ce qu'on voit là, il y a une petite pierre, voilà, le caillou au bout d'un bâton, exactement, le caillou au bout d'un bâton. Voilà. Alors qu'en fait, imaginez que ce caillou, en fait, c'est une cendre, la cendre d'un cigare. Voilà. Je vais vous donner la réponse. Alors d'habitude, je laisse les gens chercher un petit peu plus parce qu'il faut que, dans tout l'intérêt en fait du changement et de la conduite du changement, c'est que les gens découvrent par eux-mêmes et fassent les distinctions par eux-mêmes sur le projet de transformation qui fait que du coup, ça prend sens pour eux. Donc là, je vais un peu plus vite, j'essaie de donner le sens. Mais là, donc du coup, vous devez commencer à voir au fur et à mesure, là, si vous prolongez de ce petit caillou qui est en fait la cendre d'un cigare et vous longez sur le bout marron qui ressort un petit peu du mur, on voit du coup un cigare qui est planté un petit peu à la verticale dans le mur. Et l'image commence à prendre sens, en fait. Et après, une des questions, alors je me demande, est-ce que vous voyez du coup maintenant le cigare qui est planté, faites-moi signe, qui est planté dans le caillou. Ouais, il faut beaucoup d'imagination, mais en réalité, il faut beaucoup de perception, parce qu'en fait, c'est la réalité. Hein. La réalité, alors je vois, il y en a qui le voient, qui ne le voient pas, donc ça peut prendre un certain temps avant de le voir, mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne plus le voir. Et c'est un des sujets d'ailleurs dans les transformations, c'est qu'à partir du moment où on fait une distinction dans une transformation et que ça prend sens pour soi, en fait, on ne peut plus ne plus voir différemment. Et on voit une image du projet de transformation qui est d'abord, qui n'a pas de sens, des choses qui sont décorrélées, il n'y a pas de points qui sont connectés, à quelque chose qui prend sens parce qu'on a réussi à connecter les points. Et donc, du coup, il y a de la clarté et on s'engage à l'intérieur. Et donc là, alors pour ceux qui... Donc oui, voilà. Alors du coup, le mur n'a pas d'imperfection, effectivement, Jim. Mais que fait ici le cigare? Alors, je ne pourrais pas donner le pourquoi du cigare est planté dans le mur, et qui c'est qui a fait ça, et pourquoi, mais tout le sujet, c'est pourquoi on ne voit pas le cigare? Eh bien, on ne voit pas le cigare, au départ, parce que en fait, on n'imagine pas qu'il y ait un cigare qui soit planté dans un mur. Ce n'est pas une perception qui est logique pour nous. Ça ne fait pas sens. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et donc, du coup, au départ, ça paraît comme quelque chose qui est incohérent. Et si je prends cette image-là, c'est parce que c'est exactement la même chose dans les projets de transformation. Tant qu'on voit des choses qui sont incohérentes, on ne s'inscrit pas à l'intérieur, on ne s'aligne pas, on ne cherche pas à rentrer dedans, ça, tout devient un effort. Et donc, du coup, on refuse d'y aller ou on a des difficultés pour y aller et on va trouver des tas de résistances en face. Donc, tout ça pour vous amener un point principal, c'est que, et c'est un des points sur lesquels, du coup, se sont appuyés Werner Erhard et le professeur Jensen à Harvard Business School, c'est qu'en fait, les projets de transformation échouent, non pas en général souvent de processus, de structure, même d'alignement. Alors, évidemment, ça va être utile hein, dans un second temps, tout ça, parce qu'il va falloir le rentrer, mais souvent, la majorité des problèmes, enfin la majorité des transformations échouent par manque finalement de cohérence et de sens dans la perception de la situation. Et donc du coup, ils ont édité 3 lois, c'est que le rendement des gens va de pair avec leur perception des situations. La situation, c'est le projet de transformation. La perception du projet de transformation fait que s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cohérence, j'y vais contraint et forcé, ou j'ai pas de sens pour moi, je mets pas d'énergie, j'attends que les autres commencent à faire, j'attends que les autres fassent, ou alors je freine, ou alors je m'y inscris mais je mets pas d'énergie à l'intérieur, je prends pas ma place pour partager moi du coup ma vision parce que c'est pas clair pour moi, et donc du coup le rendement en fait du projet de transformation, il échoue, et c'est pour ça qu'il y en a 70% qui échouent. Donc après il y a 2 autres points, c'est que la perception de la situation, elle prend des sens dans le langage, c'est-à-dire que c'est en mettant des mots et en les connectant entre eux qu'on commence à prendre sens, que ça prend sens, en fait, et que du coup, lorsqu'on commence à avoir une image qui est claire et dans laquelle on voit de la cohérence, on peut, du coup,
prendre les impossibilités et les transformer comme des batailles, des victoires en fait à obtenir. C'est ce qu'a fait, alors je pense que vous connaissez cette anecdote, c'est celle d'Henry Ford, hein, qui dans ses ateliers demande à ses ingénieurs de construire un V6 ou un V8, je ne sais plus, et tous les ingénieurs lui font la liste de toutes les impossibilités, c'est-à-dire de tout ce qui est impossible à réaliser. Et lui, il transforme du coup cette perception en OK, bah, du coup, vous avez fait là la liste de tous les projets et de tout ce qu'il y a à rendre possible dans les futures années pour réussir à créer un V8. Et l'histoire lui donne raison. Ford a sorti son premier V8 et il a pris la distance sur le marché. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus, juste pour vous partager après quelques sujets et la manière dont on les a abordés, notamment dans une ETI familiale de la santé ou d'un grand groupe de services de sécurité où j'ai commencé à en parler. Le point principal, c'est d'accorder et d'aligner notamment les équipes de leadership de l'entreprise pour partager à la fois les mêmes constats et partager une feuille de route qui sera co-construite à partir de ce constat en transformant en fait des problématiques en une feuille de route structurée et dimensionnée. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? On crée un séminaire avec toutes ces équipes et on leur partage, du coup, on récupère toutes les informations disponibles, on crée une enquête aussi pour savoir comment les gens dans l'entreprise perçoivent les changements, notamment le changement dont on s'occupe. Par exemple, là, le changement de modèle à la fois commercial et structurel de l'entreprise pour adresser le marché de la sécurité. Et on projette à la fois les résultats. Là, il s'agit de passer en 3-4 ans de 4% de rentabilité nette à 8%. Et on les aide à définir du coup une stratégie. Et la stratégie, à travers une enquête, en fait, on va leur demander de créer des batailles. Donc, c'est le processus qu'a fait Henry Ford, c'est-à-dire que de ces constats, on bâtit une vision à 3-4 ans et cette vision, on la structure en bataille et notamment, ce qui est important dans les batailles, c'est qu'il y ait aussi une partie qui soit adressée en conduite du changement, c'est-à-dire dans la perception des gens. Donc ces batailles, c'est des batailles collaborateurs, des batailles clients, des batailles sur les offres, les produits et des batailles également financières. Et donc de définir des indicateurs de réussite de ces batailles. Et donc on fait tout ça en séminaire et ensuite on le décline avec eux dans la façon de structurer l'organisation et les processus. Et donc du coup de 4 grandes batailles avec 3 indicateurs par bataille, on va arriver à des chantiers avec sur chacun des chantiers un leader, une timeline, la valeur promise et comment ça peut se décliner, les ressources à y allouer. Et donc, du coup, on liste globalement entre 20, ça dépend des projets, à jusqu'à 100 chantiers et on définit des priorités avec eux pour les aider à réorganiser. Et tout l'important, c'est de faire ça ensemble avec les équipes de direction pour qu'ils commencent aussi à prioriser par rapport à d'autres projets en fait, qui sont déjà dans l'entreprise. Parce qu'un des gros sujets, ça va être la priorisation. Et enfin, le troisième élément qui est nécessaire pour réussir la transformation, c'est la culture. C'est donc du coup de savoir quelle est la culture actuelle et la culture souhaitée. Et la culture, ça se traduit à travers comment est-ce qu'on pense la transformation, comment est-ce qu'on la ressent et quels sont les comportements des gens à l'intérieur. Et on peut définir du coup ce qu'on appelle, nous, une route verte et une route obscure. La route obscure, vous l'aurez compris, c'est tous les côtés négatifs, tout ce qui est en termes de culture négative sur la conduite du changement, notamment sur ce projet-là, mais sur les autres projets. Et donc, du coup, là, ce qu'on commence à projeter, c'est comment, à travers l'enquête et à travers ce que pensent les équipes de direction, les pensées qui sont là, dans les équipes, qui marchent ou qui ne marchent pas, donc côté noir, côté vert,
ce que les gens ressentent et la façon d'agir. Et donc, du coup, ça commence à donner aussi une feuille de route. Donc, ça donne une triple feuille de route. Hein, une feuille de route pour conduire la stratégie, des chantiers pour implémenter à l'intérieur toute cette stratégie sur les 2-3 prochaines ans, et puis aussi les fondements de la culture à changer pour que les gens adhèrent à cette transformation. Voilà, et pour ce sujet-là, donc du coup, ça donne 2 feuilles de route. Ça donne une feuille de route de formation pour les équipes en dessous, managériale, commerciale, opérationnelle, et une feuille de route d'enablement. Alors, j'ai jamais trouvé un mot mieux pour le traduire en français. En français, on dit facilitation, mais en fait, c'est un plan de route pour que les équipes de direction facilitent le changement et travaillent eux aussi sur leurs projets en parallèle des équipes opérationnelles qui doivent accomplir des résultats sur leurs objectifs. Et donc, du coup, dans ces éléments-là, on crée des points réguliers tous les 3-4 mois avec les équipes de direction et les équipes opérationnelles où chacun, finalement, on remonte les résultats, à la fois des résultats qui sont générés à la suite et en même temps que la formation, et à la fois en même temps des chantiers qui sont générés. Comme ça, en fait, chacun balaye devant sa porte et tout le monde a la sensation, en fait, de conduire le changement en même temps et que chacun joue sa part. Et pour l'instant, là, ça donne dans cette entreprise-là à 2 points de rentabilité de plus en rien qu'un an et 10 millions de plus en termes de chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle des solutions, qui sont vendues, technologie et guarding en même temps. Alors je vois l'heure. Bon, on a fait la même chose pour un laboratoire pharmaceutique, hein, où voilà, ça a conduit. Bon, ça c'est le timing du séminaire. Et puis bon, là, il s'agissait en fait d'un alignement de site par rapport à la direction en fait générale et aux nouveaux objectifs qui étaient fixés. Et donc, du coup, ça a permis de réorganiser l'ensemble de l'entreprise et générer les objectifs de production dans la sérénité cette année. Donc, si on fait un point, vous retrouvez en fait à gauche, ici, sur chacun des blocages, en réalité, ce qu'il y a à faire, à quoi il faut arriver, en fait. Donc, pour aligner le cap, il faut être capable d'en parler en 30 secondes, d'avoir des priorités qui sont stabilisées, des indicateurs d'adhésion. Pour l'axe B, d'installer un leadership qui sécurise et entraîne, il faut former les équipes à développer une capacité à générer du leadership, c'est-à-dire une capacité à créer un avenir dans lequel les gens ont envie de s'inscrire. Hein, et donc, ça participe des compétences dont j'ai parlé au début, et à la fois de comprendre qu'en fait, le rendement dans la transformation, ça suit la perception. Et donc, du coup, ce qu'il faut transformer, c'est la perception des équipes. Et à ce moment-là, tout suit. Ensuite, on ne peut pas oublier évidemment les processus. Hein, donc, l'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des rituels communs et puis d'ancrer tous ces sujets-là par de la formation dans le temps et de mettre en place un pilotage culturel. Parce qu'à partir du moment où on va piloter culturellement en fait, la transformation, on va alors du coup avoir une vision de comment le changement est en train d'opérer dans les équipes et savoir prendre des mesures correctives. Donc, tout ça, on l'active, nous, dans un canevas hein, que j'ai mis à droite, qui est une méthodologie d'intervention dans lequel nous, on s'inscrit pour pouvoir aider et soutenir les transformations. Alors, je vois, il est midi 14. Alors, revenons sur, du coup, quelques-uns de vos enjeux. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on revienne sur l'enjeu, qui ont des questions à poser à la suite de ce que j'ai pu amener, des réflexions voilà, quelles sont vos réactions par rapport à la fois vos interrogations de début et puis ce que j'ai pu transmettre ou partager avec vous. Évidemment, tout n'est pas complet, hein, c'est compliqué de faire ça en une demi-heure. Mais voilà, dites-moi où vous en êtes, c'est quoi vos réactions, où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion par rapport à vos sujets? Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui est resté pareil, les questions que vous pouvez encore avoir. Je vous laisse partager dans le chat
et me dire où est-ce que vous en êtes sur différents de ces sujets. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Hein. Je crois qu'il reste, il y a encore, vous étiez 18 au début du webinaire et vous êtes 17. Donc il y a une personne qui est partie, mais donc du coup, les 17 qui sont là, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Quel est l'état de vos réflexions ou vos réactions? Ok, donc je trouve votre approche globale très intéressante car elle prend bien l'humain en compte, ce qui me semble essentiel. Effectivement, Jim, c'est dans une transformation, on parle souvent de transformation d'entreprise, mais en fait, l'entreprise, elle est constituée de personnes. Hein. Moi, j'ai souvent pour habitude de dire qu'une entreprise, c'est pas forcément qu'une organisation hein, ou une stratégie, c'est des réseaux, des réseaux de paroles, de gens qui se parlent et qui constituent et qui amènent ensuite des actions qui transforment l'organisation. Ok. Pas de questions, très intéressant. Approche intéressante, me confirme d'avoir beaucoup de vigilance dans la communication, autant au niveau de la cible que des moyens. Effectivement, la communication, elle est clé. La communication et la valorisation dans la communication, c'est-à-dire ce que souvent, moi, que j'observe dans les transformations, c'est qu'on parle souvent de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui manque, le reste à faire, et on en oublie souvent de valoriser tout ce qui a été accompli, qui fait que du coup, ça donne l'énergie aux gens et ça leur montre qu'en fait, on est dans la bonne direction, il y a plein de changements et que ces changements, en fait, ils font que grandir. C'est un peu l'image d'un agriculteur. Un agriculteur, on va dire, il laboure son champ de septembre à décembre. Il commence à planter de janvier à mars, ou si ce n'est pas avant, et puis il commence à voir des germes pousser en avril, en mai, et c'est souvent des petites choses encore qui sont là. Et heureusement qu'il les voit, parce que du coup, s'il ne les voyait pas, il relabourerait son champ en disant que ça n'a pas marché. Et ce que j'observe dans les transformations, c'est souvent on ne regarde pas tout ce qui est en train de germer. Et donc, du coup, on se dit ça ne marche pas et on relaboure en y remettant beaucoup de choses en disant ça n'a pas marché. On recommence une nouvelle transformation parce que celle-ci n'a pas marché. Mais parce qu'on n'a pas valorisé non plus tout ce qui était en train de fonctionner. Et si on leur avait laissé un tout petit peu plus de temps et qu'on avait, on va dire, un petit peu mieux arrosé, ben, ça aurait grandi plus vite. Et donc, du coup, on aurait pu voir tous ces changements arriver et les valoriser et pour les reconnaître et engager cette dynamique positive sur la transformation. Donc, c'est ça, l'humain et les réseaux. OK, cela peut être bénéfique, comme vous dites, très intéressant. Quelle est votre expérience de la conduite du changement avec l'inclusion des femmes dans le management des entreprises? Alors, c'est marrant que vous me posiez ça comme question parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille. Dans un client aéronautique où un des sujets, justement, c'est l'intégration des femmes dans le milieu technique et d'arriver à faciliter une place et à faire en sorte que les managers en place transforment leurs pratiques pour faire émerger des leaders femmes. Donc, on a une expérience. Je ne sais pas à quoi vous vous en rapportez, donc ce serait bien, si vous voulez, on peut échanger ensemble pour aller un petit peu plus loin, Isabelle. Il y a un lien pour prendre rendez-vous en haut du webinaire, voilà, et qu'on puisse discuter du sujet et voir si ça s'en rapporte. Le sujet des femmes aussi, c'est un sujet d'inclusion et un sujet de créer une culture dans laquelle on n'est pas dans une jungle, en fait, dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise est en mode survie, on écrase en fait les plus faibles. Et à partir du moment où on crée un autre contexte et on apprend aux managers à créer un contexte dans lequel il y a de la confiance et on laisse du coup la possibilité aux gens de contribuer, les femmes se sentent plus accueillies, mais pas que les femmes. Hein, en tout cas, toutes les personnes qui font les choses pour la première fois se sentent accueillies et donc en possibilité de partager et de prendre leur place. Bon, je dis ça juste comme ça, c'est peut-être pas suffisant, c'est sûr, mais voilà, on peut en discuter, on travaille sur ces sujets-là.
Ok, ok. Voilà, donc c'est un de mes derniers points. Voilà, si vous voulez, parce qu'il est 12h20, il va falloir que je rentre d'antenne. Voilà, si vous voulez bénéficier d'un éclairage, alors avec moi ou avec un de mes collègues, hein, on regardera qui est disponible pour faire le rendez-vous, mais en fonction de votre sujet. Euh, En tout cas, de clarifier, d'avoir plus de clarté sur votre sujet, qu'on contribue à votre réflexion, ça ne vous engage à rien après. Hein, voilà, c'est notre investissement pour vous. Prenez rendez-vous et qu'on regarde quels sont vos enjeux. Parce que souvent, on arrive avec des questions, mais on n'est pas encore clair sur le véritable enjeu de ce qu'on a à mener en termes de transformation. Et donc là, on peut vous aider à avoir plus de clarté. Et puis après, voilà, si vous voulez continuer de travailler avec nous, vous travaillez avec nous. Si vous ne voulez pas, ben, on s'arrêtera là. Voilà, mais en tout cas, voilà des points aussi sur lesquels on peut vous aider, hein, fournir des managers de transition, former vos équipes, notamment les équipes ou leadership. On appelle ça le LPA, le leadership par alignement, pour vous aider à conduire la transformation, du coaching, du conseil et du leadership de projet. Voilà, j'étais ravi en tout cas de faire avec vous ce webinaire. En cadeau aussi, on vous enverra un guide pour intégrer les possibilités du leadership. On va un petit peu plus loin dans notre méthode, voilà, pour continuer d'avoir une conversation ensemble. Et ben voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup.